Balgruf aurait honte. Cette nouvelle certitude me hantait depuis mon réveil, tenace, comme si j'entendais encore la voix de mon sergent gronder lourdement. Je ne saurais dire par quel miracle j'avais regagné le Storm's Claymore, le croiseur d'attaque que les Storm Wardens avaient déployé dans ce secteur. De ce retour, je n'ai conservé aucun souvenir, si ce n'est le fracas de la bataille, la mort de chacun de mes frères, et le regard lourd de suspicion du capitaine de la 3e compagnie, Abrogan Callister. J'avais vengé l'honneur et la mémoire de mon escouade, du moins je le pensais. Mais il n'existait aucun témoin de mes actes, rien qui puisse les attester. Le chapitre m'avait retrouvé à demi conscient, errant vers une zone d'extraction obsolète désignée des mois plus tôt lors du briefing de l'assaut planétaire. Mon casque ayant été brisé durant les combats, aucun enregistrement n'avait pu être conservé. Seule la Claymore de Duncan et son arcesium pouvaient attester, ne serait-ce qu'un peu, de ma loyauté. À peine remis sur pied par les apothicaires, je fus convoqué par mes officiers supérieurs. Dans la salle de commandement richement décorée du Storm's Claymore se tenait le capitaine Abrogan Callister, vétéran de Jericho et commandant reconnu. Le chapelain Kestir, qui ne le quittait jamais, et l'archiviste Dunlawt, dont je ne savais rien. Tous trois m'observaient en silence, leurs visages fermés. Je fis mon rapport, relatant la mort de Duncan, de Balgruf, d'Angus, mais aucun de leurs traits ne se détendit. Impassibles, ils me fixaient comme si mes paroles n'étaient que le voile d'une vérité incisive. C'est à ce moment que je ressentis de nouveau pleinement l'amertume. Un goût familier qui avait disparu lors de notre assaut du camp Peau Verte, mais qui refaisait surface sous le regard méfiant de mes frères Stormwarden. Je n'étais qu'un intrus à leurs yeux, tout comme je l'étais au sein de l'escouade de Balgruf. J'étais déjà parfaitement conscient que, même si l'escouade était composée de vétérans aguerris, leur réputation ne faisait pas l'unanimité au sein de la compagnie. Leur expérience à chacun leur aurait valu une place parmi les Sternguard, mais leur impétuosité face au commandement les avait quelque peu ostracisés. Ainsi en allait-il de même pour moi. Je sentis la colère bouillonner à nouveau en moi, mais elle fit aussitôt place au vide. Le même vide que j'avais ressenti à la mort de Duncan. Étais-je encore simplement capable de ressentir cette émotion ? L'archiviste Dunlawt semblait percevoir mon malaise. Ses dons de prescience devaient lui permettre de voir bien plus de choses à mon sujet que je ne pouvais l'imaginer. Je sentis un frisson parcourir mon échine alors que son esprit entrait en contact avec le mien. Ce n'était pas une intrusion. L'archiviste faisait clairement comprendre ses intentions et je le laissais faire, l'invitant à explorer ma mémoire et mes émotions contradictoires. De toute façon, j'étais intimement convaincu que si je résistais, cela m'aurait valu bien plus que de l'hostilité. Pire, probablement une mort immédiate. J'étais là, incliné, sans bouger, silencieux. Mais à l'intérieur de mon esprit, je faisais remonter tous mes souvenirs. Je voulais que le maître archiviste les voie. Je voulais qu'il constate de lui-même que je n'avais pas failli à mon devoir, même si je considérais avoir failli à mes frères. Malheureusement, tout me revenait en même temps. La mort d'Angus, ma colère, mon incompréhension, mon combat contre Balgruf, les orques, le camp, Balgruf piétiné, Duncan empalé. Je fermais les yeux pour tenter de mettre de l'ordre dans toute cette marée, mais sans succès. La présence de Dunlawt était perceptible comme l'écho d'une chaleur lointaine au-dessus de l'écume agitée de mon esprit. Puis, soudainement, plus rien. Le vide absolu, plus de colère, seulement cette certitude froide et le souvenir du poids de la lame de Sacris entre mes mains. Dunlawt quitta mon esprit et je me surpris à reprendre mon souffle à grandes bouffées. Je posa un deuxième genou à terre, les deux mains plaquées contre le sol d'adamantium de la salle. « Alors, Dunlawt, qu'as-tu vu ?» demanda la voix autoritaire du capitaine.
Ce n'est pas limpide, seigneur capitaine, répondit la voix soupirante de Dunlop tout en me toisant de haut. Les deux autres se tournèrent vers l'archiviste qui, lui, refusait de les regarder en retour. J'ai scruté beaucoup de choses, mais cela reste nébuleux. De la colère, une opposition franche et assumée face à Balgruf. Il a vu chacun d'entre eux mourir. De sa main ? Interrogea le chapelain en grondant comme le tonnerre. Rien qui ne l'atteste. J'ai senti une grande tristesse et un désespoir tout aussi abyssal chez lui. Il est marqué par cette expérience au-delà de ce qui devrait être pour un Astartés. Je serrai les poings, de honte contre le sol. Jamais je n'aurais mis en danger la vie de mes frères de bataille. Le souvenir du sergent Balgruf blessé, mais fier de voir mes efforts pour comprendre la philosophie du chapitre, ne parvenait pas à chasser mon sentiment. Cependant, il me fit me redresser. Tous m'observèrent légèrement tendu. Le frère chapelain serra la main sur son Crozius Arcanum tandis qu'il suivait chacun de mes mouvements avec grande attention. Je n'ai pas trahi. Je n'ai pas tué mes frères. Je les ai suivis jusqu'à la fin. J'ai obéi jusqu'à la dernière seconde. J'ai combattu l'engeance Xénos jusqu'à mon dernier souffle. Ma résolution était de nouveau là. La scène du combat contre le boss orc repassait en boucle dans ma mémoire. Je me raccrochais à la sensation de sérénité que j'avais vécue à ce moment précis. Je comptais bien montrer à chacun d'entre eux que je n'avais pas succombé au désespoir. J'arpente la voie de l'honneur, et mes frères m'accompagnent. De cela, nous en serons les seuls juges, Dune, répondit le capitaine Callister. Le désespoir est un luxe et une faiblesse que nous ne pouvons nous permettre ni tolérer, tempêta le frère chapelain. J'étais prêt à défendre mon honneur, celui de mes frères morts au combat et ma vision de la philosophie des Stormwarden. Mais avant que je n'eus pu dire un seul mot, Dunlop leva la main pour faire taire le chapelain Kestir. Je n'ai pas vu uniquement du désespoir en lui, honoré chapelain. Des braises faiblissantes de sa colère et de son désespoir est né quelque chose en lui, puis il a saisi le fer de sa crisse. Il est alors devenu une tempête maîtrisée, au moins pour un court instant. Je suis la tempête, nous sommes la fureur. Le cri de guerre du chapitre me revenait soudainement comme s'il me frappait au creux de l'estomac. Un rappel douloureux de tout ce qui avait été gagné et perdu. C'est donc lui qui a vaincu le chef de guerre Xénos ? Cela veut dire que Balgruf a choisi de suivre des ordres qui ne lui étaient pas destinés. Le capitaine Callister avait prononcé ces mots à voix haute, bien qu'il trahissait une réflexion interne. Je tentais de me souvenir de ce moment où Balgruf avait annoncé notre objectif, mais sans grand succès. Il m'avait semblé naturel que nous accomplissions cette mission au-delà de toute autre considération quant à nos chances de succès. Mais soudainement, un doute me traversa l'esprit. Comment aurait-il pu recevoir vos ordres alors que nous étions isolés ? Le capitaine Callister m'observa longuement, ses yeux perçants m'indiquant qu'il était arrivé à la même conclusion que moi. Balgruf avait pris une initiative non concertée, mais pour une raison qui m'échappait encore. Non, je me mentais à moi-même. Balgruf avait toujours cherché les combats les plus difficiles. Je l'avais appris après 10 ans de service au sein de son escouade. « Ce vieux renard n'a eu de cesse de nous compliquer la tâche, » gronda le frère chapelain. « Et maintenant ils sont tous morts, sauf le primaris. Et comble de malheur, il porte déjà dans son regard tout l'enseignement de Balgruf. » Je percevais l'insulte comme un compliment. Le frère chapelain lui-même attestait que j'étais le digne élève du vieux Balgruf. J'étais satisfait. Mais en vérité, je n'en tirais aucune fierté, car il n'était pas difficile de savoir que cela allait m'attirer encore plus d'animosité. Honoré chapelain, je n'ai pas d'autre désir que d'obéir et servir. Je n'ai jamais pleinement saisi le commandement de Balgruf et sa propension à laisser nos frères mourir au cours de duels évitables. C'est la raison de mon opposition avec lui. J'ai appris avec lui, mais pas de ses méthodes. Kestir me toisait. Les lentilles de son casque crâne, symbole de son office, braquaient sur mon visage. Je devais leur faire comprendre que je comprenais, mais que je ne cautionnais pas. Dune, tu l'as certainement compris maintenant. Balgruf était très conservateur de nos traditions ancestrales.
Cela même si elle coûte inutilement la vie des frères sous son commandement, commença le frère capitaine. Je vois bien que tu es plus proche de notre nouvelle philosophie, celle du seigneur MacLear. Tu dis arpenter la voie de l'honneur, mais j'ai le sentiment que tu ne te bats pas pour le tien ou celui des Stormwarden. Tu te bats pour l'honneur de frères déjà morts, et tu ne trouveras aucune compréhension, aucune réponse à tes questions ainsi. Était-ce la raison du vide qui m'empêchait d'éprouver de la colère ? Non, car les insultes à la mémoire de mes mentors auraient dû me faire réagir. Je ne comprenais pas le sens des mots du capitaine. Ai-je tort de me battre pour la mémoire de mes frères afin que vive leur héritage, monseigneur ? Un silence pesant s'abattit sur la salle de commandement. Ma question resta suspendue entre nous, lourde, presque inconvenante. Le capitaine Callister ne répondit pas immédiatement. Ce fut Dunlot qui s'avança d'un pas, ses robes d'archiviste effleurant le sol d'adamantium. Ses yeux pâles ne me quittaient pas, mais je sentais qu'il ne me regardait déjà plus tout à fait, comme s'il observait autre chose, derrière moi. « Ta question est légitime, frère Dune, dit-il enfin. Mais la réponse ne te plaira pas. » Je serrai les dents. Depuis quand la vérité était plaisante à entendre ? Balgruuf n'a jamais reçu d'ordre direct du Storm's Claymore, poursuivit Dunlot. Du moins, rien de formel. Rien que nous puissions tracer, enregistrer ou archiver. Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus basse. En revanche, il avait une certitude. Le chapelain Kistir se tourna brusquement vers lui. Archiviste, prends garde à tes mots. Dunlot inclina légèrement la tête en signe de respect, mais ne recula pas. Lorsque j'ai effleuré l'esprit de Dune, je n'ai pas seulement perçu ses souvenirs, honoré chapelain. J'ai ressenti une résonance plus ancienne, quelque chose qui ne lui appartenait pas entièrement. Son regard se posa de nouveau sur moi. Une conviction forgée au fil des années, une attente. Je sentis mon estomac se nouer. Balgruuf savait, murmurai-je malgré moi. Dunlot ne confirma pas. Il ne nia pas non plus. Balgruuf pressentait que cette mission serait fatale, reprit-il prudemment. Pas nécessairement de quelle manière ni à quel moment. Mais il avait accepté cette issue bien avant que vous ne posiez le pied sur ce monde. Il inspira lentement. Et il avait accepté que tu en réchappes. Ces mots me frappèrent plus violemment que le boss orc ne l'avait fait lors de notre affrontement. Je revis Balgruuf, son regard dur, son exigence constante, ses ordres secs, ses corrections, ses silences. Toutes ces fois où il m'avait poussé en première ligne, non par cruauté apparente, mais comme pour jauger, pour mesurer. « Non, soufflai-je. »« Il ne t'a pas protégé, » corrigea Dunlot. « Il t'a exposé, confronté à la réalité du terrain et aux doctrines du chapitre. Il cherchait quelque chose en toi. » Le capitaine Callister croisa les bras. « Explique-toi, archiviste. » Balgruuf croyait que le chapitre changeait trop vite, répondit Dunlot. Que la nouvelle philosophie du seigneur MacLear affaiblissait ce qui faisait la force des Stormwardens. Il pensait que seuls ceux capables de survivre à la perte totale pouvaient porter nos traditions sans les fossiliser. Ce n'était un secret pour personne ici, tout le monde l'a déjà entendu grommeler sur le sujet. Je sentis le vide en moi s'élargir. Alors ce n'était pas un accident, pas seulement. Il t'a vu comme une variable Dune, poursuivit Dunlot. Un frère encore malléable, pas tout à fait Stormwarden selon les anciens canons, mais pas encore brisé par eux. Le chapelain serra son Crozius avec force. Tu insinues que Balgruuf a sacrifié toute son escouade, ses frères de bataille, pour éprouver un seul Primaris ? Je dis qu'il a accepté leur mort comme un prix possible, répondit Dunlot sans détour, et qu'il a estimé ce prix acceptable. Ces mots me brûlèrent plus sûrement que l'acide. Angus, Duncan, Alistair, Owen, leurs visages me revinrent, frères tombés au combat, pierre arrachée à un édifice qui s'était écroulé sur moi, m'en laissant seul à emporter les ruines. Alors, dis-je d'une voix rauque, tout cela n'était qu'une ultime leçon ? Non, répondit Callister. Il s'approcha à son tour, dominant ma silhouette agenouillée. C'était un pari. Je relevai les yeux vers lui.
Et l'ai-je gagné, monseigneur ?» Son regard était dur mais pas dénué de gravité. « Tu as survécu, Dune, mais survivre n'est pas gagner. » Il marqua un temps. « Balgruf t'a légué un héritage empoisonné. À toi de décider s'il mérite d'être transmis ou transfiguré. Il t'appartient de décider si ce poison doit persister au sein du chapitre ou devenir un nouvel élan. » Je compris alors pourquoi le vide persistait. Ce n'était ni le deuil, ni la culpabilité seule. C'était le poids d'un choix que je n'avais jamais voulu faire. « Balgruf aurait honte, murmurai-je. Le chapelain répondit aussitôt, sa voix aussi tranchante qu'un verdict. « Peut-être. » Puis il ajouta, « Ou peut-être aurait-il souri en te voyant lutter contre ce qu'il t'a imposé. » Un frisson me parcourut. Dunlop conclut d'une voix presque compatissante. « Il ne t'a pas préparé à mourir, Dune. Il t'a préparé à décider qui ne devrait plus jamais mourir ainsi. » La salle retomba dans le silence. Et pour la première fois depuis la mort de mes frères, je compris que je n'étais pas hanté par leur mémoire. J'étais hanté par ce que Balgruf attendait encore de moi. Le capitaine Callister ne quitta pas la baie vitrée. Il observait toujours l'espace, comme si la réponse à mes questions y était inscrite, dissimulée entre les étoiles mortes. « Tu ne seras pas exécuté, Dune, » déclara-t-il enfin. Un infime relâchement parcourut mes épaules. Pas du soulagement, plutôt la confirmation d'un pressentiment. « Tu resteras là où Balgruf t'a forgé, » poursuivit-il. « Là où ses choix ont laissé des cicatrices. » Il se tourna lentement vers moi. « Mais tu ne rejoindras aucune escouade de manière permanente. » Le chapelain Kestir s'avança d'un pas, son ombre immense projetée sur le sol d'adamantium. « Tu marcheras à la frontière, » gronda-t-il, « entre l'obéissance et la décision. »« Là où les combats se délitent, » ajoute Callister. « Là où les lignes cèdent, » compléta Dunlop. Je compris avant même que les mots suivants ne soient prononcés. « Tu seras déployé là où nos escouades ploient, » dit le capitaine. « Là où les pertes deviennent inacceptables, où les commandants hésitent ou s'acharnent. »« Tu n'auras pas de commandement, » précisa Kestir. « Mais ta présence sera autorisée, » conclut Dunlop. « Autorisée. Pas requise, pas demandée. »« Tu observeras, Dune, » poursuivit Callister. « Tu combattras et si nécessaire, tu interviendras et s'il le faut, tu mourras. » Je relevai la tête. Même si cela implique de contredire un frère officier, le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. « Tu n'agiras jamais par orgueil, » trancha enfin le capitaine. « Ni par colère, » ajouta le chapelain. « Ni par fidélité à un mort, » conclut Dunlop. Je sentis le poids de ces 3 interdictions s'abattre sur moi comme une cuirasse invisible. « Tu agiras pour préserver ce qui peut encore l'être. » Je m'inclinai profondément. « J'obéirai. » Et pour la première fois, je ne savais pas exactement à quoi. Je quittai la salle de commandement sans escorte. Les portes massives se refermèrent derrière moi dans un grondement sourd, étouffant à la fois les voix, les jugements et les certitudes. Les coursives du Storm's Claymore semblaient différentes à présent. Pas plus vastes, ni plus sombres, mais plus vides. Chaque emblème de la compagnie, chaque bannière suspendue entre les arches de métal me rappelait que je ne marchais plus vers une place définie. J'étais un point mobile, une variable indésirable insérée là où l'équation devenait insoluble. Je croisais un groupe de la 5e escouade d'assaut en transit. Leurs armures portaient encore les stigmates d'un combat récent. Éclats incrustés, joints noircis, sauts de pureté déchirés. L'un d'eux ralentit imperceptiblement en me reconnaissant. Son regard glissa sur mes épaulières. Aucune marque d'escouade visible. Il comprit. Je continuais sans un regard ni un seul mot. Le Storm's Claymore respirait autour de moi. Les vibrations sourdes des générateurs, le murmure des serviteurs, le chant lointain des litanies de maintenance. Tout cela m'était familier, et pourtant je m'y sentais désormais plus étranger que jamais. Je n'étais même plus un frère parmi les autres. J'étais une question que l'on posait au champ de bataille.
La baie d'assaut secondaire était en alerte constante. Les lumières d'urgence pulsaient lentement, baignaient les coques des Thunderhawk d'un rouge sombre presque organique. Les technoprêtres échangeaient des données binaires à voix basse, leurs cerveaux-bras cliquetant comme des mandibules impatientes. Ma destination clignotait sur un holopanneau. Zone de guerre, Sargon Tertius, engagement en cours, perte élevée. Je m'arrêtais devant le Thunderhawk qui m'était assigné. Le nom peint sur la coque avait été effacé par sa dernière rentrée atmosphérique. Seules restaient les armoiries des Stormwardens, sobres, anciennes. Je posais ma main contre le métal froid. Là où les combats se délitent. Les mots de Callister résonnèrent en moi. Je revis Balgruf, blessé, ordonnant l'avance vers le camp Xénos alors que la logique dictait le repli. Je compris soudain ce qui me glaçait tant. Ce n'était pas son entêtement, c'était la certitude tranquille avec laquelle il acceptait la perte à venir. Je monte à bord. Le harnais se referma sur moi. Le cockpit vibra tandis que les réacteurs s'éveillaient. Autour de moi, d'autres Stormwardens prennent place, silencieux, concentrés, aucun ne me posa de questions. Ils savaient où j'allais. Ils ne savaient pas pourquoi, mais on ne discutait pas les ordres d'affectation. Lorsque le Thunderhawk quitta le Storm's Claymore, je sentis le familier arrachement gravitationnel. À travers le hublot, le croiseur d'attaque s'éloigna lentement, immense, immuable. Je ne le quittais pas, je m'enfonçais simplement dans ses ombres. Alors que la planète ravagée grossissait devant nous, une pensée s'imposa à moi, claire et sans chaleur. Je n'étais plus là pour honorer les morts. J'étais là pour empêcher qu'on en rajoute d'autres, inutilement. C'est tout ce que j'avais voulu à l'origine. Balgruf m'avait appris comment on sacrifiait des vies, à moi désormais d'apprendre quand il fallait refuser de le faire. Le Thunderhawk vibrait faiblement sous l'effet des réacteurs en veille. Une pulsation sourde et régulière parcourait la coque, se propageant jusque dans les sangles de maintien de mon siège. La baie de transport était plongée dans une pénombre fonctionnelle, seulement percée par les lueurs intermittentes des hololithes et les runes de diagnostic projetées sur les parois. J'étais seul, non dans la soute mais dans mon cœur. Je profitais de cet intervalle pour vérifier mon équipement, non par inquiétude mais par nécessité. Le rituel m'était familier. Il imposait une structure à mes pensées, une suite d'actions mécaniques là où mon esprit avait encore tendance à dériver. Les seaux de mon plastron étaient intacts. Les joints de l'armure répondaient correctement aux micros-ajustements. Les voyants de pression et de température confirmaient une étanchéité parfaite. Mon bolter, solidement fixé, affichait des relevés balistiques dans les tolérances prévues. Tout était conforme, fonctionnel, prévisible. Je passais ensuite à l'armement secondaire. C'est là que je la vis. La Claymore de Sacris reposait dans un râtelier magnétique maintenu par des verrous de transport gravés de glyphes de sanctification. Sa lame, longue et droite, captait la faible lumière ambiante, renvoyant un éclat terne, presque froid. Les runes d'acier gravées le long du fil semblaient intactes, comme si l'arme n'avait jamais quitté son porteur. Je restais immobile un long moment. Je savais que je l'avais ramenée. Je me souvenais du poids de la Claymore dans mes mains souillées du sang orc et de celui de l'apothicaire Duncan. Je me souvenais l'avoir remise aux intendants du chapitre sans un mot, convaincu qu'elle serait placée dans un reliquaire ou rendue aux forges sacrées pour être purifiée. Je ne m'attendais pas à la revoir, encore moins ici. Je me levais lentement et m'approchais du râtelier. Les verrous se désactivèrent à mon approche, reconnaissant les sceaux de mon armure. Le cliquetis sec résonna dans la soute silencieuse, alors que les autres frères partaient déjà au combat, s'éloignant de moi. Personne ne m'avait rien dit, aucune cérémonie, aucune parole officielle. Mais cette arme ne se trouvait pas là par erreur. Le chapitre m'autorisait à la porter. Ce n'était pas un honneur proclamé, c'était une validation muette, presque réticente. Une reconnaissance qui m'avait échappé jusque-là, glissée entre deux décisions tactiques à l'abri des regards.
Je saisis la clé mort. Elle était plus lourde que dans mon souvenir, ou peut-être étais-je simplement plus conscient de ce qu'elle représentait désormais. Le pommeau portait encore les marques de l'apothicaire, des entailles discrètes laissées par des outils médicaux utilisés trop près du champ de bataille. Une arme conçue pour tuer, modifiée involontairement par un homme dont la vocation première était de préserver la vie. Une ironie cruelle. Je refermai mes doigts autour de la garde. Un instant, j'eus presque l'impression qu'elle résistait. Duncan ne m'avait jamais parlé de son attachement à cette arme. Pour lui, elle n'était qu'un outil parmi d'autres, un moyen de tenir lorsque le bolter se taisait. Mais pour moi, elle était devenue autre chose, un rappel constant. Chaque fois que je la porterais, je porterais aussi le souvenir de celui qui avait juré de ramener les frères blessés et qui n'avait pas survécu assez longtemps pour que l'on fasse de même pour lui. Je fixai la clé mort à mon harnais dorsal. Les systèmes de verrouillage se refermèrent avec un claquement définitif. Le poids s'ajusta naturellement à mon centre de gravité. Je n'avais pas demandé cette charge, mais elle m'était confiée. Lorsque les moteurs du Thunderhawk montaient en régime et que la gravité se fit plus lourde, je m'assis de nouveau, le dos droit, les pensées étrangement calmes. Je n'étais pas apaisé, mais quelque chose s'était stabilisé. La planète n'avait pas encore reçu de nom digne de ce terme. Sur les cartographies tactiques du Storm's Claymore, elle était surnommée Sargon Tertius, ou n'était qu'une désignation froide, une suite de chiffres et de glyphes mécaniques. Un monde secondaire, sans valeur stratégique majeure, ravagé par une insurrection Xénos suffisamment virulente pour justifier l'engagement de la 3e compagnie, mais pas assez pour mobiliser davantage. Depuis les hauteurs d'un promontoire rocheux, j'observais le champ de bataille en contrebas. Le sol était éventré, labouré par des impacts répétés, sillonné de tranchées improvisées et de carcasses de blindés éventrés. Des colonnes de fumée noire s'élevaient paresseusement dans un ciel bas saturé de particules où la lumière du jour peinait à se frayer un chemin. L'air lui-même semblait pesant, chargé d'odeurs d'ozone, de prométhéum brûlé et de chair calcinée. Ce lieu n'était pas encore perdu, mais il n'était plus tenu. Les Stormwardens étaient dispersés, morcelés en poches de résistance qui s'accrochaient au terrain avec une ténacité presque obstinée. Chaque position défendue ressemblait moins à un bastion qu'à une déclaration de refus. Refus de céder, refus de reculer, refus d'admettre que l'offensive initiale avait été mal évaluée. Je reconnus immédiatement les signes. Je les avais vus trop souvent. Les trajectoires de feu mal coordonnées, les mouvements trop lents dictés par l'attente d'ordre qui n'arrivait plus, les contre-attaques lancées par habitude plutôt que par nécessité. Rien de catastrophique pris isolément, mais mis bout à bout, ces détails formaient une spirale familière, celle où les pertes s'accumulent sans jamais provoquer de rupture décisive. Je n'étais pas censé être là, pas ainsi. Je ne portais aucun insigne d'escouade, aucun marquage distinctif autre que les couleurs du chapitre. Ma présence n'avait pas été annoncée, elle avait simplement été autorisée. Et cette autorisation pesait lourdement sur moi comme une charge que je n'avais jamais demandée. Des transmissions fragmentaires parvenaient jusqu'à moi saturées d'interférences. Des voix brèves, tendues, parfois hachées par des explosions trop proches. Rien qui ressemble à un appel clair, rien qui exige une réponse immédiate. C'était précisément cela qui me troublait. J'observais une position avancée céder lentement sous la pression ennemie. Pas dans un effondrement brutal, mais dans une érosion continue. Un frère tombait, puis un autre. Chaque perte absorbée sans commentaire, comme si elle entrait dans une forme de calcul tacite. Les survivants ajustèrent leurs lignes. Le feu reprit, la situation continua de se dégrader. Je sentis quelque chose se mettre en place en moi, et ce n'était pas de la colère ou de la peur. C'était juste une compréhension. Je voyais les choix possibles s'aligner avec une clarté déconcertante, les angles morts, les axes de progression ennemis, les points où une pression accrue provoquerait un retrait, même temporaire, et surtout, le coût. Ce n'était pas un chiffre précis, mais une estimation instinctive, presque organique. Si rien ne change, ils tiendront encore 27 minutes, 8 morts supplémentaires, peut-être 10. Cette pensée s'imposa à moi sans effort et c'est ce qui m'effraya.
Je réalisais que je n'étais plus en train de me demander s'il fallait intervenir, mais comment, à quel moment, avec quelle dépense de vie acceptable pour obtenir un résultat mesurable. Le souvenir de Balgruf affleura, non pas sous la forme d'un visage ou d'une voix, mais comme une logique familière ancrée profondément. Cette même capacité à regarder un champ de bataille non comme un lieu de combat, mais comme un équilibre instable prêt à céder. J'inspirais lentement, filtrant l'air à travers les systèmes de mon armure. Je compris alors ce qui était réellement en train de se produire. Je n'étais pas en train de devenir Balgruf. Je comprenais pourquoi Balgruf avait toujours été écouté. Et quelque part au cœur de cette compréhension, quelque chose céda silencieusement. Lorsque j'activai enfin mon canal de communication, ce ne fut ni pour donner un ordre ni pour réclamer le commandement. Ce fut pour poser une question simple, précise, inconfortable. « Combien d'hommes êtes-vous prêt à perdre pour tenir cette position, sergent ?» Le silence qui suivit fut plus lourd que le staccato des bolteurs. « Identifiez-vous, ce canal Vox est réservé à l'escouade Griver. » Je ne perdis pas de temps à répondre. Depuis ma position en surplomb, j'avais une lecture presque complète de leur situation. Les signatures thermiques ennemies se refermaient lentement sur eux, comme une mâchoire en train de se contracter. Leurs lignes de tir étaient mal orientées, leurs angles morts béants. Ils tenaient encore, mais sans comprendre qu'ils avaient déjà commencé à céder. Alors, je me laissais tomber. La gravité m'arracha au promontoire et je me réceptionnais en contrebas dans un choc maîtrisé avant de basculer immédiatement vers l'avant. Mes bottes prirent appui, puis glissèrent, contrôlées sur la pente instable. Les semelles magnétiques accrochaient par un coup la roche et les débris, transformant ma chute en une descente rapide, presque fluide. J'activai de nouveau le Vox. « Vous êtes encerclés, procédez immédiatement à un réajustement de vos paramètres de bataille. Je suis pressé, d'autres zones de guerre nécessitent une correction. » Ma voix était calme, plate, détachée de toute urgence apparente. Je savais, en prononçant ces mots, ce qu'ils allaient provoquer. « Oh, par tous les enfers !» La voix du sergent grésilla, saturée de colère contenue. « Mon frère, si tu survis à ça, je te passerai l'envie de me dire comment me battre. » Je n'y répondis pas. Le vent sifflait contre mon armure tandis que j'accélérais. La pente devenait sensiblement plus abrupte, les gravats plus instables, mais mon corps ajustait chaque mouvement sans effort conscient. Mon regard balayait déjà le champ de bataille à venir, recalculant en permanence à chaque seconde les distances, les trajectoires, les points de rupture. Une signature thermique se détacha sur mon flanc droit. Un Xénos remontait la pente en direction de l'escouade, progressant à découvert. Convaincu d'être hors de portée. Sa masse imposante trahissait une confiance brutale, presque instinctive. Il ne m'avait pas vu. Je ne ralentis pas. De toute façon, cela aurait été très compliqué. Au contraire, je me penchais davantage vers l'avant, laissant la gravité et l'élan faire le reste lors de ma glissade. Le monde se resserra autour de cette trajectoire unique, de cet instant précis où nos chemins allaient se croiser. La Clémore de Sacris quitta son point d'ancrage dans un mouvement parfaitement fluide. Son poids se transféra dans mon bras comme une extension naturelle de mon corps. La lame décrivit un arc bref, précis, et le Xénos mourut sans comprendre. Sa tête se détacha de ses épaules dans un jet sombre, son corps poursuivant encore sa course sur quelques pas avant de s'effondrer lourdement dans la poussière. Aucun cri, aucun réflexe défensif, et je ne le regardais pas tomber. Je poursuivis ma descente, la lame déjà revenue au repos, le mouvement absorbé, intégré, oublié. Aucune satisfaction, aucune colère. Le combat en contrebas se rapprochait rapidement. Les détonations devenaient plus nettes, plus distinctes. Je pouvais désormais entendre les impacts sur les armures, les ordres aboyés, les respirations filtrées par le Vox. La distance se referma en quelques secondes. Je quittais la pente dans une impulsion sèche, projetée au-dessus des premières lignes comme une masse sombre surgissant de la poussière et de la fumée. Le vacarme du combat m'engloutit immédiatement. Détonation, impact, hurlement Xénos, une cacophonie brute que mon esprit filtra sans effort. Je frappais le sol au cœur de leur dispositif. L'impact fissura la roche sous mes bottes, projetant un nuage de poussière et de débris qui se mêla instantanément à la fumée ambiante. Plusieurs silhouettes se retournèrent dans le même mouvement, armes levées, réflexes conditionnés face à une apparition non identifiée. Je me redressai lentement.
Dune Ailbert, Storm Wardens. Ma voix traversa le vox local sans élever le ton, mais elle s'imposa malgré le chaos. Un tir ricocha sur mon épaulière. Je n'y prêtais aucune attention. Mon regard balaya la ligne en une fraction de seconde. 5 frères encore en état de combattre, 2 blessés, un angle mort à gauche, pression ennemie concentrée sur leur flanc droit. Leur position était tenable, mais mal exploitée. Le sergent s'avança d'un pas vers moi, massif, couvert d'impact et de suie. « Toi !» Sa voix grondait, mêlant irritation et incrédulité. « C'est toi qui… » Je levai légèrement la main. Pas pour le faire taire, pour indiquer. « Flanc gauche !» dis-je simplement. Il tourna la tête par réflexe. C'est à cet instant que la vague Xéno surgit de la brume, profitant précisément de cet angle négligé. Des silhouettes massives, brutales se ruèrent dans l'ouverture avec une violence aveugle, persuadées d'avoir trouvé la faille. Elles ne rencontrèrent pas de désordre, elles me rencontrèrent. Je fis un pas en avant puis un second, me plaçant directement sur leur trajectoire. La Claymore de Sacris décrivit un arc large, contrôlé, interceptant le premier assaillant dans un choc brutal. L'impact fut sec, net. La lame traversa la masse musculaire et l'armure improvisée sans ralentir, poursuivant son mouvement jusqu'au second ennemi dans une continuité presque irréelle. Je me surprenais presque moi-même. Je pivotais. Un tir de bolter passa à quelques centimètres de mon casque, venant exploser la tête d'un 3e Xénos que je n'avais même pas encore engagé. L'escouade avait repris le feu. Trop tard pour empêcher l'engagement, mais assez tôt pour le stabiliser. Parfait. Je m'insérais dans leur ligne comme si j'y avais toujours appartenu. Chaque mouvement trouvait naturellement sa place. Une frappe pour briser une charge, un déplacement pour combler un vide, une présence là où la pression montait. Je ne donnais pas d'ordre, je n'élevais pas la voix, je corrigeais. Progressivement, presque imperceptiblement, leur ligne cessa de plier. Les tirs se coordonnèrent, les angles morts se refermèrent, la confusion initiale se mua en résistance structurée. Je sentis le moment précis où ils cessèrent de subir les assauts. Le sergent me jeta un regard bref, tranchant. Il avait compris, lui aussi. Pas tout, mais assez. « Formation resserrée !» cria-t-il enfin. « Verrouillez le flanc gauche !» Je n'avais rien demandé. Et pourtant, ils ajustaient déjà leur position en fonction de la mienne. La pression ennemie ralentit, puis céda. Les derniers Xénos reculèrent ou furent abattus dans leur tentative de repli. Le vacarme diminua, remplacé par les crépitements résiduels des armes et le souffle lourd des systèmes respiratoires. Le combat n'était pas terminé, mais celui-ci était gagné. Je laissais la Claymore retomber le long de mon flanc, sa lame encore sombre du sang ennemi. Aucun tremblement, aucun excès. J'étais satisfait. Le sergent s'approcha de moi, son regard fixé sur l'arme un bref instant avant de remonter vers mon casque. « Tu arrives, tu nous insultes, et tu prends position comme si c'était ta ligne !» grogna-t-il un temps. « Et ça fonctionne !» Je ne répondis pas immédiatement. Mon regard se portait déjà au-delà de leur position, vers les échanges de feu plus lointains, d'autres combats, d'autres lignes en train de céder. « Votre ligne était tenable, dis-je finalement. »« Elle ne l'était plus. » Je marquai une pause. « Maintenant, elle l'est à nouveau. » Le sergent resta silencieux. Je pouvais sentir la tension. Pas de gratitude, pas encore, mais quelque chose d'autre. Une acceptation contrainte. Je fis un pas en arrière tout en tournant la tête vers le sergent. Tenez-la cette fois, cette ligne. Puis, sans attendre de réponse, je me détournai. Parce que déjà ailleurs, une autre ligne était en train de se briser. Et cette fois, je savais exactement combien de temps il me restait pour intervenir. Je n'avais parcouru que quelques centaines de mètres lorsque les premières interférences reprirent sur le Vox. Cette fois, ce n'était pas une escouade isolée, c'était pire. Des transmissions superposées, des ordres contradictoires, des demandes d'appui qui se chevauchaient jusqu'à devenir incompréhensibles. Une ligne entière en train de se désagréger sous la pression. Je ralentis légèrement, laissant mes senseurs filtrer le chaos. 3 escouades engagées, une tentative de percée ennemie en profondeur, un point de rupture déjà franchi. Je basculais sur le canal le plus stable,
Ici June Eilbert, identifiez votre position. Un instant de silence, puis une réponse haletante. Escouade Albrecht, ligne sud, nous tenons. Un cri, une détonation. Nous ne tiendrons pas longtemps. Je visualisais leur position. Trop avancée, mal soutenue, exposée. Une autre escouade en retrait aurait pu refermer la brèche, mais elle n'avait pas bougé, elle attendait. Lorsque j'arrivais en vue, la situation était limpide. Albrecht était déjà condamné. Leur ligne cédait sous une pression trop dense pour être contenue. Chaque seconde qu'ils tenaient ne faisait que retarder l'inévitable. En retrait, à moins de 50 mètres, l'autre escouade hésitait encore, figée entre deux décisions qu'elle n'osait pas prendre alors même que l'ennemi était sur eux. Je m'arrêtais, non par doute, mais parce que je n'avais pas besoin d'approcher davantage pour comprendre. Si j'intervenais auprès d'Albrecht, je sauverais peut-être 2 frères, 3 au mieux. Mais la seconde escouade serait prise à revers, et la brèche s'élargirait. Le calcul s'imposa à moi avec une clarté froide. L'escouade Albrecht était perdue, mais leur position pouvait encore servir. Je coupai brièvement le vox, puis le rouvris aussitôt. « Escouade Albrecht, ici June Eilbert. » La réponse fut immédiate, tendue. « Nous avons besoin de renforts immédiats. » Je regardais leur ligne céder mètre après mètre. « Négatif, vous allez maintenir votre position et concentrer votre feu sur l'axe nord-est. Vous devez canaliser leur avance. » « Nous sommes submergés. » »« Oui, je sais. Tenez la ligne. » Je coupais la communication avant qu'ils ne puissent répondre. Le poids de la Claymore contre mon dos me parut soudain plus présent. Je ne me dirigeais pas vers eux. Je me dirigeais vers l'autre escouade. Ils me virent arriver trop vite pour poser des questions. « Avancez, dis-je. » Le sergent me fixa. « Et Albrecht ?» Je jetai un regard vers leur position en train de s'effondrer puis revins à lui. « Ils tiennent la ligne. » Il comprit. Pas immédiatement, mais assez, lui aussi. « En formation, on ferme la brèche !» Nous avançâmes, coordonnés, décisifs. Là où l'escouade Albrecht se consumait, nous frappions. La contre-attaque fut brutale et précise. Les Xénos, focalisés sur leur percée, furent pris de flanc sans avoir le temps de se réorganiser. Leur élan se brisa net, et la ligne se stabilisa puis se reforma. Lorsque le dernier tir retentit, il ne restait plus rien de l'escouade Albrecht. Rien, sinon l'espace qu'ils avaient permis de préserver. Le silence qui suivit n'était pas celui de la victoire, mais celui de la compréhension. Je restais immobile quelques instants après la fin des échanges. Les derniers tirs résonnaient encore, espacés, presque mécaniques, tandis que les senseurs de mon armure ajustaient lentement leur relevé. La ligne était stable, pas solide, mais suffisante. Un des frères s'approcha sans un mot. Son regard ne se posa pas sur moi en premier, mais sur la Claymore fixée dans mon dos. Il s'y attarda brièvement comme s'il cherchait à confirmer une certitude, puis releva les yeux. Je soutins son regard. Il ne posa aucune question. Il inclina simplement la tête, puis se détourna. Cela me suffisait. Je n'avais pas le courage aux explications. Plus loin, le sergent observait encore le point de rupture, là où l'escouade Albrecht avait tenu. Son casque pivota légèrement, suivant les dernières signatures thermiques qui disparaissaient peu à peu. Il ne fit aucun commentaire. À vrai dire, il n'y avait absolument rien à commenter. Je suivis son regard. Il ne restait rien de leur position, aucun mouvement, aucun signal, seulement une zone encore saturée de chaleur résiduelle et de débris. Une donnée parmi d'autres, et je détournais les yeux. Autour de moi, les frères reprenaient position. Les gestes étaient précis comme à leur habitude, disciplinés, mais quelque chose avait changé dans leur manière de se déplacer. Plus rapide, plus direct, moins hésitant. Ils n'avaient pas besoin d'explications. Je sentis brièvement leur regard se poser sur moi puis s'en détourner aussitôt. Pas de défiance, pas de reconnaissance. Je vérifiai mes relevés une dernière fois, puis me remis en mouvement sans un mot. Il n'y avait rien de plus à faire ici. Au moment où je quittais la position, une transmission Vox passa brièvement sur un canal secondaire, mal verrouillé. Une voix, puis une autre, précise. « Réajustement confirmé, perte acceptée. » Je coupais l'écoute. Le reste importait assez peu en vérité. Mais la structure, elle, demeurait. Je n'avais pas seulement pris une décision, j'introduisais une autre manière de les prendre.
Je n'allais pas loin. Les relevés continuaient d'affluer, mais leur lecture avait changé. Je ne cherchais plus les lignes à soutenir ni les positions à renforcer. Mon attention se portait ailleurs, plus loin, là où la pression était la plus forte, là où la ligne ne pliait pas encore, mais allait céder. Un pic énergétique attira mon regard, plus dense, plus instable, un point d'impact. Sans réfléchir, je modifiais ma trajectoire. Lorsque j'arrivai en vue, je compris immédiatement pourquoi. Ce n'était pas une ligne, mais un affrontement. Au centre des ruines, un groupe de Xénos plus massifs progressait lentement sous le feu des Stormwardens. Chaque tir semblait les ralentir sans jamais réellement les stopper. Autour d'eux, les frères manœuvraient, tiraient, se repositionnaient, mais aucun ne s'engageait. Ils tenaient à distance. Ils attendaient. Je ralentis légèrement. Je ne cherchais pas à réaliser une analyse, mais seulement à observer. Je reconnaissais cette retenue. Ce n'était pas de la peur, jamais. C'était de la mesure. Le combat n'était pas encore juste, pas encore équilibré. Je descendis les derniers mètres sans activer le Vox. Personne ne m'annonça, personne ne me demanda. Je franchis leur ligne. Un frère tenta de me signaler quelque chose, une trajectoire ou un danger. Je ne l'écoutais pas. Pas par mépris, parce que cela n'avait plus d'importance. Mon regard était fixé sur eux, les plus forts, les plus dangereux. Je sentis le poids de la Claymore avant même de la saisir. Le geste fut naturel, sans réflexion. Lorsque la lame quitta mon dos, quelque chose changea. Le vacarme du champ de bataille se resserra, filtré, réduit à l'essentiel. Il n'y avait plus de ligne, plus de stratégie globale, seulement une rencontre. Je m'avançais. Un des Xénos se tourna vers moi et chargea sans hésiter. L'impact fut direct, brutal. La Claymore rencontra sa défense dans une gerbe d'étincelles et de matière. La force du choc remonta le long de mes bras, mais je ne cédais pas, je m'adaptais. Chaque mouvement appelait le suivant, chaque frappe corrigeait la précédente. Il n'y avait pas de plan, pas de réflexion consciente, simplement une exécution successive de gestes répétés un millier de fois. Progressivement, les tirs autour de moi cessèrent. Je ne m'en rendis pas compte immédiatement. Ce n'est qu'au moment où le second adversaire s'effondra que je réalisai que plus personne n'intervenait. Ils s'étaient écartés, sans ordre, sans un mot. Ils avaient formé un périmètre. Je combattais alors seul, et le dernier Xéno tomba d'un geste fluide et ample. Le silence revint d'un seul coup, brutal, presque irréel. Je restais immobile un instant, la lame encore levée, puis je la rabaissai lentement. Le monde reprit sa place autour de moi. Les Stormwardens étaient toujours là, en position, mais aucun ne s'était approché. Je sentis leur regard. Ils étaient différents, mais je ne cherchais pas à les comprendre. Je rengainai la Claymore et me remis en mouvement. Derrière moi, la ligne tenait, devant, d'autres points de rupture apparaissaient déjà. Je n'avais encore rien décidé, et pourtant quelque chose avait changé à nouveau. Je n'avais pas parcouru 100 mètres qu'une voie s'imposa sur un canal secondaire, propre, parfaitement maîtrisé. Dune Eilbert. Je m'arrêtai, pas par obéissance, mais parce que le ton l'imposait. Je coupais ma progression et pivotais légèrement. Une silhouette se détacha entre les ruines, avançant sans précipitation. Son armure portait les marques du temps et des campagnes, des entailles profondes, réparées mais jamais effacées. Sa posture était stable, ancrée comme si le champ de bataille n'avait aucune prise sur lui. Il s'arrêta à quelques mètres. Son regard se posa brièvement sur moi, puis glissa vers la Claymore fixée dans mon dos. Il ne salua pas. « Tu interviens sans assignation ?» dit-il simplement. Ce n'était pas une question. « Là où la ligne cède » répondis-je. Un silence. Il acquiesça à peine, comme si la réponse confirmait quelque chose qu'il savait déjà. « Et tu choisis » ajouta-t-il. Je ne répondis pas. Il fit un pas sur le côté, observant au-delà de moi les ruines encore fumantes où les Xénos venaient de tomber. « Tu ne renforces pas les lignes, » reprit-il. « Tu vas là où elles sont déjà rompues ou sur le point de l'être. » Son ton restait neutre, analytique. « Et quand tu arrives, tu simplifies ?» Je fronçai légèrement les sourcils. « Non, je stabilise. »« Non,
Le mot tomba sans dureté, mais sans appel. Il tourna de nouveau les yeux vers moi. « Tu réduis le champ de bataille, les options, les issues. » Il marqua une pause comme s'il pesait ses propres mots. « Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule chose à faire. » Je sentis à nouveau le poids de la Claymore contre mon dos. « C'est nécessaire. » Il ne répondit pas immédiatement, puis son regard se posa de nouveau sur l'arme. Elle était à Duncan. Ce n'était pas une question. Un silence plus long s'installa. Pas pesant, mais mesuré, comme une tension palpable. « Il ne combattait pas comme ça, » finit-il par dire. Je soutins son regard. « Il sauvait ceux qu'il pouvait. Et toi ?» La question resta suspendue. Je ne répondis pas tout de suite, parce que pour la première fois depuis mon déploiement, je ne savais pas quelle réponse était attendue, ni même s'il y en avait une. « Je fais en sorte que la ligne tienne. » Il inclina légèrement la tête. « Ouais. » Mais son ton indiquait autre chose. Il fit un pas en arrière. « Continue. » Un ordre ou une permission, je ne sus le dire. « Mais observe bien ce que tu fais, Dune. » Ses yeux se fixèrent une dernière fois sur moi. « Certains chemins ne se remarquent qu'une fois qu'on ne peut plus en sortir. » Puis, il se détourna, sans ajouter un mot, et disparut entre les structures effondrées comme s'il n'avait jamais été là. Je restais immobile un instant. Ses paroles ne résonnaient pas comme un avertissement, ni comme un reproche. Cela ressemblait plutôt à un constat. Je repris ma progression. Mais pour la première fois, je ne regardais plus seulement où la ligne allait céder. Je me demandais ce que je devenais maintenant. Avec le recul, je comprends mieux ce qui s'est joué ce jour-là. Sur le moment, je n'y ai vu qu'une succession de décisions, des ajustements nécessaires, des choix imposés par la réalité du champ de bataille. Rien qui ne mérite d'être retenu au-delà de leur efficacité immédiate. Rien qui dépasse le cadre de mon devoir. C'est ainsi que cela commence. Non par une rupture ou par un choix conscient, mais par la continuité. Je n'ai pas cherché à m'éloigner de mes frères ni à me distinguer. Je n'ai pas imposé une manière de combattre. J'ai simplement répondu là où la ligne en avait besoin, là où l'effort était le plus critique. Je ne regardais plus le champ de bataille comme un ensemble. Je ne voyais plus la compagnie comme une force à soutenir. Mon attention se portait ailleurs, vers des points précis, des instants décisifs, des affrontements isolés dont l'issue redéfinissait tout le reste. Je réduisais. Sans le formuler, sans même le comprendre, je transformais des guerres en rencontres, des combats en conclusions inévitables. Et mes frères s'adaptaient. Ils me laissaient passer, refermaient derrière moi, tenaient. Je ne leur demandais rien, mais ils avaient compris. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que je ne combattais plus vraiment avec eux. Je combattais pour eux, à leur place parfois, là où ils ne pouvaient pas aller, là où ils ne pouvaient pas tomber. Dans ces instants-là, il n'y avait plus de stratégie globale, plus de doctrine, plus de compromis. Seulement une certitude. Quelqu'un devait tenir, quelqu'un devait frapper, quelqu'un devait décider. Et ce quelqu'un, c'était moi. Je n'ai ressenti ni fierté ni honte en le comprenant. Seulement une nouvelle forme de clarté. Balgruf avait suivi sa propre voie sans jamais la justifier. Duncan avait porté la sienne jusqu'à son dernier souffle. Je pensais m'en être détaché, je me trompais. Je n'avais pas quitté leur héritage. Je l'avais poursuivi d'une certaine manière, différemment. Ce jour-là, sur Sargon Tertius, sans cérémonie ni proclamation, j'ai fait mes premiers pas en tant que lame tempête. Personne ne me l'a dit. Personne ne m'a nommé ainsi, mais le chapitre n'a pas besoin de mots pour reconnaître ce qui doit l'être. Depuis, je ne cherche plus à comprendre où se trouve la ligne. Je cherche juste où elle va céder et je m'y rends, seul si nécessaire. Et je cherche le chef ennemi ou les adversaires les plus imposants. Parce que certaines batailles ne se gagnent pas en tenant, elles se gagnent en tranchant. Je m'appelle Dune Eilbert et j'arpente désormais la voie du vide en tant que lame tempête.